En France, on reste des mauvais élèves, on reste un pays qui parfois ne paye pas. C'est quoi les pires erreurs que tu as faites ou que tu ne feras plus jamais? Ne rien faire signer, c'est une erreur colossale. T'as quand même des sociétés qui, tant qu'elles sont pas emmerdées, ne payent pas. Et ça t'a pas fait perdre foi en l'entrepreneuriat et Non. l'humanité? Non, je pense au contraire que ça m'a renforcé. T'as pris des coups de pression ou pas? De ouf, une pression très très importante. Pour moi, c'est ça la vraie liberté, c'est de pouvoir être décisionnaire de son emploi du temps et de pouvoir l'aménager de la façon dont on souhaite. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, petit mois de juillet sous la pluie, et aujourd'hui, beaucoup de plaisir, on va parler thunes. Comment ça va Alex? Ça va super, et toi Yacine? Ouais, on a fait une fausse intro, mais je vais quand même la refaire, j'ai bien aimé. On la refait. Est-ce qu'on peut dire que tu permets à des boîtes de survivre aujourd'hui? Je pense qu'on peut dire ça pour une partie de nos clients, ouais, tout à fait. Et pourquoi vous leur permettez de survivre? Écoute, Que fais-tu dans la vie, cher Alex? j'ai monté Ruby Payer, du coup c'est une solution de recouvrement de créances et on accompagne nos clients à la fois sur le recouvrement de leurs créances B2B et B2C, mais aussi sur l'anticipation des risques avec un système de credit score qui leur permet de justement avoir un petit peu la capacité de leurs propres clients à honorer leurs factures. Moi, ça fait 2 ans, putain, je parle de moi. On m'a fait un commentaire récemment, on a dit moi je. Désolé si je parle de moi, mais j'aime bien donner ça en exemple. Vas-y. J'ai jamais eu de problème de paiement. Et Bah, du coup, la question que je me pose, mais je pense qu'on avait parlé un petit peu en call, c'est si fréquent que ça? c'est extrêmement fréquent et t'es un peu l'exception qui confirme la règle. Après, ça va dépendre aussi de ton activité. En fait, pour éviter les impayés, tu peux te dire, je vais faire tout payer upfront et puis comme ça, au moins, avant de délivrer, je suis payé. Mais ça, c'est possible dans un certain type d'activité, mais c'est pas possible dans dans l'immense majorité des activités, c'est pas possible. Alors, une bonne solution pour limiter la casse, c'est parfois de demander des acomptes au fur et à mesure. Putain, j'en demande en ce moment et je t'avoue que c'est pas facile. Enfin, même dans la démarche, je suis pas pense habitué à faire ça. Aujourd'hui, c'est quand même rentré dans les mœurs de Oui, faire ils le un font. acompte. Ouais. Mais moi, émotionnellement, demander de l'argent alors que j'ai pas encore fait ma presta, je trouve ça bizarre. Alors moi, j'ai pas de souci pour payer en l'occurrence des acomptes. En revanche, j'ai beaucoup plus de problèmes pour tout payer avant même que rien n'ait commencé. Et c'est pour ça que ce dont on parlait il y a quelques secondes en disant tout payer upfront, moi par exemple, si je suis concerné moi-même, je vais avoir un petit problème à tout payer avant. Est-ce que les galères, c'est les clients qui ne payent pas alors que la presta est faite, ou est-ce que c'est l'inverse? Non, en fait. Non, c'est toujours ça, Ouais, la non, c'est première. tout le temps. C'est là où l'argent doit partir que Ouais. ça bloque. C'est assez rare que la presta ne soit pas effectuée quand c'est payé. C'est assez rare, mais ça peut exister aussi. Hein. C'est quoi je sais pas si t'as des chiffres qu'on s'en rende compte, et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Donc toi, t'as une boîte qui permet à ces gens-là de retoucher leur recouvrement. Vas-y, donne-nous les chiffres, c'est quoi les taux de succès, et on va rentrer un peu s'il y a une secret sauce dans tout ça. Il y a un chiffre qui est important, c'est que tu as 25% des faillites des sociétés qui sont directement liées aux impayés. Ok. Donc en gros, quand une entreprise sur 4 met la clé sous la porte, c'est parce qu'elle n'a pas été payée. Ça te montre un petit peu l'ampleur du problème dans notre pays, qui montre que justement se faire payer, c'est un enjeu majeur pour la survie de ta propre société. D'autant plus avec toutes les crises qu'on connaît ces derniers temps, qui ont commencé déjà maintenant il y a plusieurs années, avec tous ces PGE qu'il faut rembourser en ce moment, on entend parler aux infos toute la journée, les sociétés qui mettent la clé sous la porte, il n'y a jamais eu autant de procédures collectives qu'en ce moment. Ok. Le rattrapage devait être fait après le Covid, il a été largement dépassé. Et donc du coup, se faire payer, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Et tu as beaucoup d'ailleurs de boîtes qui se sont positionnées sur ce secteur, pas que sur le recouvrement, mais aussi sur l'avant, la partie avant. La facturage, des choses comme ça. Aussi sur les relances et sur tes systèmes de facturation. Là, on a la facture électronique qui va arriver dans pas longtemps. C'est des choses qui vont, je pense, améliorer un petit peu la situation. Mais en France, on reste des mauvais élèves par rapport à certains de nos voisins. Et on reste un pays qui paye au bout d'un certain temps et qui parfois ne paye pas. C'est une boîte sur 4, là, 25% qui crache à cause de problèmes de trésor, in fine, et de non-paiement. Non, c'est vraiment de non-paiement dans les problèmes de trésor, c'est parce que les gens ne payent pas. C'est même pas qu'ils payent en retard. En fait, la problématique, c'est qu'il y a un moment, t'as un petit souci de BFR, en fait. C'est-à-dire que si t'es pas payé, il faut bien que toi, tu finances ta société, et tu te retrouves avec des problématiques de trésorerie très rapidement. Et c'est d'ailleurs ce que moi, j'ai vécu dans ma précédente société, et c'est ce qui m'a amené à la cracher. Bon, BFR, besoin en fonds de roulement. Et Exactement. d'ailleurs, pour les gens qui bypassent ça, il y a des business qui ont ce qu'on appelle un BFR négatif. Tout à fait. Donc ils chopent de l'argent upfront et ensuite ils déploient leur service ou leur produit. La question n'était pas sur ça. T'as dit qu'on était mauvais élèves en France. On n'est pas les meilleurs en tout cas. Aller aux US ou autres. En fait, j'essaie de comprendre, est-ce que c'est culturel? Comment ça se fait que les gens payent pas? Alors oui, t'as une question culturelle parce que les pays latins ont tendance à être des mauvais élèves sur la carte mondiale, mais t'as pas que ça, t'as aussi potentiellement les sanctions qui sont liées au non-paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as une entreprise qui décide de retarder ses paiements ou même de ne pas payer du tout,
La question, c'est quelles sont les conséquences qui vont arriver pour elle. Et au final, tu te rends compte que si c'est une petite créance, il va pas se passer grand-chose. Généralement, tu vas pas poursuivre ton client en procédure judiciaire pour récupérer 300 balles. Et ça, pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Parce que ça coûte trop cher. Et puis il y a aussi une question, c'est que c'est trop long. Ouais, aujourd'hui, faire une procédure judiciaire, ça peut prendre plusieurs mois, sans forcément avoir la certitude que ça fonctionne à la fin. Donc la plupart des gens vont un peu laisser tomber. Et ça rentre aussi dans moi ce que j'appelle l'impunité de certains débiteurs qui, du coup, se sentent totalement en sécurité en ne payant pas. Et c'est aussi sur ça qu'on essaye, nous, de se positionner et de lutter contre ça. Donc si on avait un process juridique un peu mieux ficelé et surtout plus rapide, alors oui, je pense que les gens recouvreraient. La rapidité elle est très importante, mais aussi je pense qu'il faudrait que les sanctions soient beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, est dû de plein droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui est de 40 €, que tu peux réclamer comme ça si ta facture est en retard. Pourquoi 40 €? 40 € sur une facture de 10 000 €, c'est rien. Ça n'embête personne. Ouais, donc allons beaucoup plus loin dans ces forfaits-là. Je pense que les forfaits, il faudrait qu'ils soient graduels en fonction du montant des factures. Le minimum, ça devrait être 100 €, à mon sens. Et ensuite, ça pourrait monter beaucoup plus en fonction de la facture. Et il faut surtout que les moyens qui sont mis à disposition des créanciers soient plus rapides et abordables dans tous les cas. Aujourd'hui, faire appel à une procédure judiciaire, un huissier, un avocat, c'est pas donné tout ça. Et donc, du coup, il faut que la créance en vaille réellement le coup, tu vois. Ok. Ce podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO. Ouais. Et j'aime bien faire un tour dans la tête des CEO, des fondateurs, des entrepreneurs que je reçois. Je crois que tu es entrepreneur récidiviste et je crois que tu t'es fait banane. C'est ça, exactement. En fait, c'est ma 3e société, RubyPayer. Bon, la toute première, je l'ai montée en sortant de mes études. J'étais plus freelance qu'autre chose et j'ai rapidement arrêté mon activité, mais par choix. Ouais. Je pensais que c'était pas un secteur d'avenir et il se trouve que le temps m'a donné raison. Et ensuite, j'ai lancé un e-commerce alimentaire, une épicerie fine en ligne avec des produits de grande qualité sur un système de dropshipping. Donc tu vois, tu parlais tout à l'heure de BFR négatif, on était totalement dedans. Tous nos clients nous payaient upfront par CB e-commerce et ensuite nous c'était les artisans qui envoyaient directement chez les clients. Donc jamais de problème par rapport à ça. Et au bout de 3 ans d'activité, j'ai pris la décision de développer l'entreprise en ouvrant une nouvelle branche. Et cette branche était une branche B2B. Donc nos clients n'étaient plus toi et moi, des particuliers, ça devenait des épiceries, des hôtels, des restaurants, des cavistes et tout ça. Donc là, le panier moyen, il a explosé. On passait sur des paniers moyens aux alentours de entre 5 et 10 000 €. Et surtout, dans ce monde-là, tu peux pas vendre comme ça front en CB. Donc, j'allais dire, ils payaient pas en avance du coup. Pas du tout. Donc c'est la trésor que vous aviez accumulée en B2C qui vous permettait de financer le début du B2B. Mais moi, jeune entrepreneur un peu naïf, pour moi, tu vois, quand je recevais une commande de 10 000 €, j'étais trop content. Et je me posais absolument pas la question de savoir quand et comment j'allais être payé. Donc on avait un délai de paiement classique de 30 jours. Et puis au final, l'activité se développait. Moi, je regardais pas trop le côté finance. Jusqu'au moment où, en fait, quand les commandes s'accumulent, moi, je dois payer mes artisans derrière, tu vois, pour que ça fonctionne. Et là, on s'est rendu compte au final que le modèle qu'on avait en place était totalement différent. Et on se faisait pas payer par une certaine partie de nos clients. Et pas là, du tout payé, même pas juste des retards. Alors, il y avait des retards, mais parfois des retards trop importants. Et puis parfois aussi, certains ne payaient pas du tout. Et d'autres mettaient la clé sous la porte ou ce genre de choses, tu vois. Et là, du coup, moi, j'ai tapé dans Google recouvrement de créances. Je n'avais jamais eu affaire à ce genre de procédure. Et là, on parle de quel montant, là? On parlait de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein, à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Et c'est quoi l'enjeu? C'est-à-dire que si l'enjeu, c'était qu'il y avait un runway de 6 mois, quoi. Ok. Donc, il y avait un moment, il fallait vraiment y aller, quoi. Ok. Et là, tu avais de quoi vivre pendant 6 mois. Ouais. Ok. Et prétexte de rentrer de l'argent, sinon c'est. Il fallait vraiment que je rentre de l'argent. Et en fait, en plus, il y a une saisonnalité qui a été très problématique parce que tout ça est arrivé au moment de la période des fêtes, enfin juste avant les fêtes, donc moment où tu as beaucoup de commandes. Et ensuite, une fois que les fêtes sont passées, tu as une énorme perte d'activité et c'est là que du coup, toi, tu dois payer tes artisans et tout ça. Okay. Donc là, j'ai tapé comme tout le monde recouvrement de créances dans Google et je suis tombé sur des dizaines et des dizaines d'acteurs. J'ai fait appel à quelques-uns sur réputation ou plusieurs critères qui m'intéressaient.
Et j'ai confié mes dossiers. Alors déjà, j'avais plein de dossiers qui n'étaient pas éligibles parce que j'avais pas fait signer une commande. Parfois... Attends, viens, on fait le 101. J'allais te poser cette question. Ouais. C'est quoi les pires erreurs que tu as faites ou que tu ne feras plus jamais aujourd'hui avec un client? Ne rien faire signer, c'est une erreur colossale. C'est-à-dire que tu fais pas signer une bonne commande, bonne livraison ou un devis, machin. Là, c'est vraiment très Je te l'ai dit, j'ai jamais rien fait signer. Moi, il y a des clients, ils me disent, tu peux m'envoyer un devis, et je suis en mode, bah, pour ta compta si tu veux, mais moi, ça change rien du tout, mais ok. Mais c'est Non, des mais réflexes un qu'il faut jour, je prendre. me ferai banane et je t'appellerai. Ouais, c'est des réflexes qu'il faut prendre en vrai. Ok. Donc ça, déjà, c'est un point problématique. Alors moi, j'avais pas de problème de montant, parce que les montants étaient assez élevés, mais tu as certaines créances qui parfois sont trop faibles, et donc du coup qui n'intéressent pas certains cabinets de recouvrement. Et puis après, tu vas avoir aussi la typologie du débiteur. Si le débiteur, il a fermé sa société entre-temps, il radié du RCS, ou il est plus actif auprès de l'INSEE, ou alors même, là c'est encore pire, qu'il est passé en procédure collective, bah, tu peux rien faire. Donc ça, attends, quand tu signes le contrat, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu prends son numéro de sirène et tu vas sur société.com et tu vas déjà faire un check. Alors déjà, oui, ça c'est clairement la base. Tu vérifies quand même si la société à qui tu vends est toujours active. Ça c'est clair et net. Et qu'elle n'est pas en procédure collective. Ça c'est sûr et certain. Mais au-delà de ça, tu peux très bien avoir une société qui est, entre guillemets, in bonis à ce moment-là. Et puis qui, 3 mois après, cool. C'est tout à fait possible, tu vois. Ça arrive malheureusement très fréquemment. Ok. Et du coup, j'avais d'autres contraintes. Je voyais qu'au final, les prix, ils étaient pas transparents. Parfois, on m'annonçait tant pour un dossier et puis tant pour un autre dossier. Il n'y avait pas grand-chose de digitalisé à l'époque. Je me remets, on est en 2018 à ce moment-là. Donc, 2018, c'était pas si difficile. Franchement, vraiment pas. Même les factures, c'était pas forcément online. Ah non, je parle plutôt des acteurs des cabinets de recouvrement que j'avais fait. Compétiteurs, quoi. Ouais, qui étaient pas très digitalisés. Okay. Et puis après, j'ai eu un énorme problème. Une fois que tu as passé toutes ces barrières-là, bah, l'énorme problème, surtout, c'était l'efficacité. Où en fait, j'avais pas d'interlocuteur. On me tenait pas au courant de mes dossiers. Et puis quand je gueulais un petit peu, on me disait, bon, bah, au final, non, ça donne rien en amiable. On vous invite à aller en judiciaire. Et puis là, on m'annonçait la note. Et nous, tu vois, comme on était sur un secteur commerce de gros, bah, on margeait extrêmement peu. Donc en fait, le peu de marge que j'espérais pouvoir faire, il était bouffé par tout ça. Bref, ça m'a un peu dégoûté. T'as un arbitrage à faire à ce moment-là. Ouais, t'as un vrai arbitrage à faire, ouais, clairement. Ouais, est-ce que je mets de l'effort et bah, en fait, on n'en parle même pas, mais mentalement, ça doit Et c'est une charge mentale très importante, et puis surtout un gros stress, parce que quand ça met en péril la survie de ta société, là, c'est quand même très problématique au final, tu vois. Et donc du coup, moi ça n'a pas fonctionné pour moi. Alors ce n'est pas la seule raison pour laquelle cette boîte a craché. Ça serait mentir de dire ça, mais c'est quand même une des raisons importantes. Ça a été soit. Et donc quand j'ai planté la boîte, et ben du coup je me suis dit, en fait on va rebondir sur le recouvrement de créances parce que pour moi il y avait un vrai sujet à ce niveau-là. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai monté RubyPayer. Ça t'a pas dégoûté, je m'explique. Alors on va faire une analogie. Je suis sûr qu'on l'a déjà vécu. On a déjà été trompé par peut-être des amis ou même sa meuf. Et après, tu sais, il faut être ouvert, quoi, à rencontrer du monde. Et il y en a, enfin, ça te brusque. Voilà, ça t'a pas dégoûté, ça t'a pas fait perdre foi en l'entrepreneuriat et l'humanité? Non, je pense au contraire que ça m'a renforcé, et ça m'a renforcé dans mes process. Quand j'ai monté RubyPayer, j'avais fait tellement d'erreurs que du coup, j'ai pu faire les choses beaucoup mieux en mettant en place des process financiers très précis, en ayant une vision de ma trésorerie, de mes encaissements avec des outils performants. Et puis surtout en étant très clean au niveau de tout ce qui était contractualisation pour éviter de me faire avoir. Alors ça n'empêche pas que RubyPayer n'est pas payé par une certaine partie de ses clients aussi. Arrête. Si. Ça nous arrive fréquemment. Donc attends, des clients qui viennent te voir pour du recouvrement, qui on récupère de l'argent, leur recouvrement, et qui nous payent pas. Mais alors l'essentiel des cas, alors t'as deux typologies dans ce truc-là. T'as des gens qui pensent qu'on n'y est pour rien. Donc c'est marrant, leur facture n'est pas payée depuis 1 an. Ils font appel à nous, ils sont payés, ils pensent qu'on n'a rien fait. On va en parler de ça. C'est quelque chose qui arrive. Et l'autre, malheureusement, est plus fréquente. C'est des clients qui malheureusement mettent la clé sous la porte, tu vois. Et là, pour le coup, voilà. Là, t'as plus de recours du coup là-dessus. Quand ils passent en procédure collective, la seule chose à faire, c'est faire une déclaration de créance dans un délai de 2 mois à partir du moment où la procédure collective a été publiée au BODAC. Mais t'es même pas sûr d'être. Alors moi, je le faisais au début, mais il y a un moment où je vais même arrêter de le faire parce qu'en fait, tu passes toujours après l'État et généralement il reste plus grand-chose. Donc on va faire un petit mini exercice là qu'on se projette. Ouais. J'aimerais savoir. Déjà, je te pose cette question plus large, mais c'est quoi la typo des clients que tu as? Est-ce qu'il y a un secteur dans lequel ça paye archi mal? Et surtout, c'est quoi les étapes? C'est-à-dire qu'ils viennent te voir. Déjà, est-ce qu'ils viennent te voir à plus 6 mois, tu vois, de retard? Ou est-ce que c'est directement au bout de 2-3 jours? Et que ça prend combien de temps en général? Alors en vrai, j'ai pas de réponse précise parce qu'il y a de tout. Donc aujourd'hui, on a 8000 clients et franchement, ça va du freelance jusqu'à la très grosse société
Qui a du freelance pour quelques bien même sûr. centaines d'euros qui peuvent venir te voir. Bien sûr, mais j'en ai plein des freelances. Et d'ailleurs, on a des partenariats avec plein d'acteurs du freelancing, entre guillemets, qui nous renvoient énormément de freelance. Généralement, c'est des gens qui viennent pour un one-shot, qui n'ont pas de récurrent en termes d'impayés. Mais ça, c'est une partie de nos clients. Et après, j'ai l'immense majorité de ma clientèle, c'est TPE, PME. Et on a une partie aussi de très grosses sociétés, de startups très connues, de choses comme ça, Ok. qui, elles, vont intégrer le recouvrement dans leur process, où là, vraiment, il y a du récurrent, on leur propose une API pour se connecter directement, et vraiment, c'est intégré dans leur process que dès qu'une facture n'est pas payée au bout de X jours, boum, elle part chez RubyPayer automatiquement. Ok. C'est quoi déjà, attends, je suis curieux de savoir, un freelance, moi j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, mais qu'il y a un bargaining power un peu différent entre le freelance et le client. Tu vois, le freelance dépend vraiment plus du client. Alors, C'est le ouais. sentiment que j'ai, peut-être je me trompe. Non, hein. mais c'est tout à fait vrai. Généralement, pour un freelance, une facture impayée peut peser un pourcentage important de son chiffre d'affaires annuel. Et il y a un autre point, c'est que le freelance parfois va se sentir un peu démuni face à un gros acteur pour qui il travaille, qui va un peu l'endormir avec des process pas possibles pour se faire payer. Et généralement, c'est là qu'on va intervenir pour l'aider, pour essayer de rééquilibrer un peu le rapport de force entre les deux. Donc et il a aussi peur de pas re-signer peut-être avec le client derrière. Alors, là, on touche encore à un autre point, c'est la préservation de la relation commerciale. Ça, c'est un gros point sur le recouvrement de créances. Beaucoup de nos clients nous disent, mais attendez, moi, si je mets mon client en recouvrement, il va plus travailler avec moi. Alors, moi, sur ça, j'ai une vision qui est simple, c'est s'il te paye pas, Ne retravaille pas. exactement, et que tu as fait ce que tu devais faire de ton côté, tu l'as relancé pendant X fois, tu l'as peut-être envoyé un courrier recommandé et tout ça, et que t'as pas de réponse, t'as pas de proposition d'échéancier qui t'est faite, mais dans ces cas-là, c'est plus ton client depuis longtemps, en fait. Tu vois en pratique que ce truc-là, il fait trop mal à des gens pour vouloir le voir. Tu sais, se dire, tu sais quoi, je me suis fait banane une fois et je bosse plus avec, versus, j'ai quand même cet espoir qu'on arrange la relation. Mais totalement, mais il y a même pire. Je vois des sociétés, alors c'est moins vrai maintenant, mais c'était très vrai quand on a commencé. Tu sais, des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent et tout ça, qui ont une pression de leurs actionnaires sur générer du chiffre. Et en fait, l'actionnaire, enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais souvent on va regarder quel est le chiffre d'affaires, tu vois, le volume d'affaires en tout cas. Okay. Et donc du coup, tu as beaucoup de boîtes qui avaient tendance à facturer, enfin à contractualiser avec des gens, sachant parfaitement qu'ils ne seraient potentiellement pas payés. Mais l'idée, c'était de juste dire, j'augmente mon chiffre en mettant du coup des process pas très clean au niveau des vérifications avec qui tu travailles. Mais du coup, j'ai fait X de chiffre d'affaires et puis après, combien est encaissé, ça on verra ça plus tard, tu vois. Et ça, je l'ai vu dans beaucoup de sociétés. Ça existe. Enfin, c'est de la fraude aussi, la falsification aux clients, aux factures, etc. Alors, c'était pas dans un esprit de fraude que c'était fait. C'était plus dans un esprit de dire, l'important aujourd'hui, c'est on facture. Et ensuite, l'encaissement, on verra plus tard, quoi. Il y a des boîtes qui sont mortes à cause de ça. Alors, j'ai pas vu trop gros. Je pense que oui, c'est tout à fait possible. J'ai pas d'exemple à donner, mais en tout cas, je pense que ça a dû arriver tout à fait. Tu m'as dit 8000 clients, hein, c'est ça? 8000 clients, ouais. Absolument. Quel est le taux de succès? Je sais pas si ça tu peux nous dire. Si, je peux en parler. Alors, le taux de succès, il doit avant de donner un chiffre, il faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on propose 3 procédures. T'as la procédure amiable, la procédure judiciaire et la procédure de recouvrement forcé qui consiste à saisir des comptes bancaires. C'est 3 étapes, ça? 3 étapes. Donc tu passes obligatoirement, par ces 3. Alors, tu peux t'arrêter à des étapes d'avant quand t'as un succès. Oui. Et puis t'es pas obligé d'aller sur les stades d'après. C'est le client qui choisit ce qu'il veut faire. Puis on a même une 4e étape qui consiste à assigner ton débiteur en procédure collective, c'est-à-dire en gros, soit il ferme, soit il te paye. Ça, c'est la 4e étape. Mais donc nous, quand on analyse notre taux de succès, on va se baser sur la phase amiable, parce que c'est celle où réellement ça dépend de nous, entre guillemets. Et puis on va se baser aussi sur la typologie du débiteur, puisqu'on va sortir de nos stats toutes les sociétés qui vont finir par être radiées ou qui vont finir par passer en procédure collective. Et donc sur cette partie amiable uniquement, on va arriver à un taux de recouvrement qui avoisine les 50%. Donc sur cette phase amiable. Donc, attends, parenthèse, à toutes les personnes qui nous regardent qui sont pas payées, par moment, il faut peut-être mettre un acteur externe qui est juste de la communication, la relance, et ça fait tilt à 50% des gens. C'est créer une relation tripartite, en fait, où t'as plus la même personne, là c'est un cabinet qui toque à la porte, et alors nous on a une spécificité. C'est un arbitre, en fait. Alors on n'est pas arbitre parce qu'on n'est pas juge, donc à aucun moment on peut être juge à la place de la justice. Vous êtes plutôt avocat? Non. On va être, pour le coup, un acteur qui va réclamer le paiement pour le compte de son client, pour qui on a mandat, enfin on a un mandat pour agir, et on va activer une dimension, et ça c'est un peu la spécificité de RubyPayer, une dimension communautaire, qui fait que si personne ne nous répond en face, c'est-à-dire que t'as pas de
de réponse à nos recommandés, à nos emails, et ben on va activer cette case communautaire qui fait que le débiteur est flagué sur un annuaire qu'on a développé, qui recense l'intégralité des sociétés françaises. Et ça, ça emmerde profondément pas mal de débiteurs, et donc du coup, ça les pousse à nous régler. Et c'est particulièrement efficace sur les petites créances, où le débiteur se dit, attends, il va jamais aller en procédure judiciaire pour 100 balles. Ouais. En revanche, me faire flaguer dans un annuaire où potentiellement il va être visible que j'ai pas payé une facture, ça les embête et du coup ils payent. Shame, 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 I know your name. Ça te parle ou pas ? C'est exactement ça. Alors moi j'aime pas le terme de name and shame parce que pour moi c'est assimilé à plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. En revanche, le fait que ce soit une dimension communautaire où on a un partage de données avec une communauté, ça c'est quelque chose qu'on revendique et qui fait le succès de la solution aujourd'hui. Mais par contre, ça s'arrête pas uniquement aux mauvaises pratiques de paiement, ça va aussi vers les bonnes pratiques de paiement, puisque sur notre annuaire, tu peux aussi consulter les bonnes pratiques de paiement des entreprises. C'est pas public, c'est propre à tes 8000 clients auxquels ils peuvent accéder ou... L'annuaire est public, donc tout le monde peut y accéder, absolument. En revanche, tu as une partie des données qui sont réservées à nos clients. Mais je vais tellement mettre le lien. Et tu as même une autre partie des données qui sont réservées à nos clients abonnés. Donc en fait, il y a une graduation de l'info, mais par contre, même en public gratuit, tu as accès à beaucoup d'informations sur les pratiques de paiement de certaines sociétés. Est-ce que je vais être choqué ou pas de certaines enseignes ? Oui, c'est possible. Moi, ce qui me choque particulièrement, alors oui, tu as des grandes enseignes qui sont abonnées aux impayés, mais pas aux impayés, au retard de paiement. C'est-à-dire que quand on les contacte, parfois c'est la 20e fois qu'on les contacte, mais par contre, elles finissent toujours par payer. C'est juste qu'il y a beaucoup de délais parfois pour que ça se fasse. Par contre, tu as d'autres entreprises où c'est carrément un championnat du monde qu'elles organisent, où vraiment, moi j'ai vu des cas où on a des débiteurs qui ont été mis en recouvrement par plusieurs dizaines de clients qu'on a. Et en fait, chez eux, c'est un sport national. Alors, parfois pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que parfois ils n'ont pas d'argent. Et donc là, nous, ce qu'on va leur proposer, c'est des échéanciers pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Et évidemment, si un échéancier est mis en place, on va pas flaguer le retard de paiement. C'est pas le but. Avec ou sans intérêt là-dessus ou même pas ? Sans intérêt et sans surcoût pour notre client. Donc c'est très gentil pour le créancier quand même. Hein. Ouais, enfin c'est gentil pour le débiteur surtout. Pour le débiteur, pardon. Ouais, j'ai confondu. Mais du coup, ça, on le met en place. Okay. Et après, t'as quand même des sociétés qui, je te dis, tant qu'elles sont pas emmerdées, ne payent pas et se font la trésor comme ça. T'étais un petit acteur, en tout cas au début. Tu es arrivé dans un marché très, j'ai l'impression, est-ce qu'on peut dire archaïque avec ses codes et ça bouge pas ? Au moment où t'es arrivé, il y a quand même eu la digitalisation qui est arrivée à ce moment-là. Donc t'avais quand même d'autres acteurs qui se digitalisaient, pardon. Mais c'était pas market practice de flaguer les mauvais et les bons élèves. On était le seul à le faire. T'as pris des coups de pression ou pas ? De ouf, des coups de pression très très importants. Ok. Alors de plein de côtés. C'est-à-dire qu'on a pris des coups de pression de la part de concurrents qui dénonçaient le fait que ce qu'on faisait n'était pas légal. On a pris des coups de pression de la part de débiteurs qui en gros nous disaient je vous envoie au tribunal si vous faites ça. Et donc on prenait des coups de pression. Pourquoi au tribunal, c'est illégal ? Non, mais en disant en gros faites de la diffamation, mais ou de la délation. Alors délation, ça n'a aucun rapport, mais de la diffamation. Mais en fait, pour qu'un fait se diffamatoire, je vais pas rentrer dans le détail, mais pour qu'un fait soit diffamatoire, déjà faut qu'il soit faux. Faut qu'il soit faux en l'occurrence. Donc déjà, il faudrait que l'impayé ne soit pas avéré. Et puis nous, alors au-delà de ça, je te disais, nous on n'est pas juge, donc si quelqu'un conteste, de toutes les manières, on flaguera pas. Donc il y a pas de sujet par rapport à ça. Mais même, t'avais quand même beaucoup de gens qui voulaient nous mettre des coups de pression de cette façon-là. Bon, au final, tu vois, ça fait maintenant 7 ans qu'on est là et il n'y a eu jamais aucun problème sur aucun dossier. Et ça s'est toujours très très bien passé parce qu'encore une fois, notre but, c'est pas de flaguer pour flaguer, étant donné qu'on n'est pas payé quand on flague. Donc, parce que nous, on est payé au succès. Donc, que au succès, il n'y a même pas un fixe fee ? Alors, tu as des fees sur les procédures judiciaires, mais par contre, sur l'amiable, on est que au succès. Donc, nous, quand on flague, ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent. Mais quand tu bosses et que tu n'arrives pas au succès, tu perds de l'argent ? Ouais, bien sûr. Donc tu es prêt à se prendre ce risque, quoi. Mais c'est un risque qu'on prend tous les jours sur l'ensemble des dossiers qu'on nous confie, tu vois. On investit. Tu prends ce risque ? Mais parce qu'il est rentable ce risque, sinon on le ferait plus. Mais sur l'intégralité des dossiers, on va être gagnant, mais il y a évidemment plein de dossiers sur lesquels on est perdant puisqu'on aura investi de l'argent, par exemple un courrier recommandé, tu vois, c'est de l'argent. Bien sûr. Et on va investir aussi du temps humain, évidemment. Et donc ça, c'est un risque qu'on prend, mais qui est rentable. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. J'allais dire, c'est un risque surestimé. C'est un des risques qu'on surestime. Et je considère que l'entrepreneuriat, selon moi, est un risque surestimé par la société. En fait, si tu veux, pour qu'un client nous fasse confiance, il faut que nos intérêts soient alignés sur les siens. À partir du moment où on est payé s'il récupère son argent, il a tout tendance à se dire, en fait, ils vont faire le maximum pour récupérer mon argent. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu arrives à convaincre des clients de te faire confiance et de te confier des dossiers.
C'est en vraiment en leur prouvant par A plus B que tant qu'on n'a pas fait notre travail, on n'est pas payé, tu vois. Je me posais cette question, elle est très bizarre, hein. Ouais. Est-ce que t'as eu des débiteurs qui sont devenus des créanciers? Mais c'est plein, j'en ai plein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des mauvais échanges avec toi et qui du coup quelques mois plus tard te disent en fait je suis dans la merde, est-ce que tu peux m'aider en tant que Alors, client du coup? il y en a qu'on contacte et immédiatement ils me disent attendez, moi je paye pas parce que moi-même je suis pas payé. Donc déjà, je vais vous confier des dossiers pour essayer de récupérer, et voilà. Donc là, il y a des chaînes parfois comme ça qui sont. Ok. Et en gros, nous, on a à peu près entre 8 et 10% de nos clients qui sont des débiteurs qu'on a contactés et qui deviennent clients. Et puis après, tu as des gens aussi qui parfois vont nous recontacter un an après nous disant tiens, moi j'ai été dans un dossier une fois où j'étais débiteur, j'avais apprécié la façon dont vous avez travaillé, ça m'intéresse d'en savoir plus sur ce que vous faites, tu vois. Donc ouais, ça c'est un canal porte-étendard. C'est un canal d'acquisition. Ok, mais c'est quand même, fin de la parenthèse là-dessus, t'as quand même une situation pas facile en fait, à devoir faire pas des arbitrages, mais à garder une déontologie, parce qu'en fait, quelqu'un qui est mauvais aujourd'hui peut être un client aussi demain, faut qu'il comprenne l'intérêt de la relation. Absolument, et c'est pour ça qu'on se comporte toujours extrêmement bien avec les débiteurs, parce que ce sont des clients potentiels. Et puis au-delà de ça, en fait, si tu veux, aujourd'hui, dans le système dans lequel nous on évolue, un débiteur d'aujourd'hui est un créancier de demain et vice versa. Et on se doit d'accompagner nos clients de la meilleure des façons possibles, mais aussi et surtout les débiteurs de la meilleure des façons possibles, parce que c'est aussi l'image de nos propres clients qu'on véhicule. Et s'ils veulent préserver une relation commerciale, on se doit d'agir de façon la plus propre possible. Very clear, j'ai envie de prendre 10 steps de recul. Ouais. Pourquoi t'entreprends, mec? Moi, c'est une histoire de famille. Est-ce que t'es un peu fou ou pas? Non, je pense que j'ai vraiment la tête sur les épaules pour le coup, contrairement à mon avis à pas mal d'entrepreneurs. Okay. Mais j'ai la tête sur les épaules. J'entreprends pas de façon coup de tête. Je le fais en essayant d'être le plus responsable possible. Par contre, chez moi, c'est une histoire de famille. Mes parents sont tous les deux entrepreneurs. Et j'ai grandi là-dedans. Je trouve que ça apporte une liberté qui est absolument extraordinaire. T'as vu quoi de tes parents plus petits sur ces points-là? Alors, ça prend beaucoup. Moi, il y a une période où on va pas cacher qu'être entrepreneur, ça prend du temps. Bien sûr. Donc évidemment, tu les vois potentiellement moins, mais ça n'a pas empêché qu'ils ont toujours été extrêmement présents. Mais la liberté qu'ils pouvaient avoir en tant qu'entrepreneur, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré. Et j'aime cette phase de création où tu as l'idée et il faut la sortir en une période de temps donnée. Ça, c'est vraiment ce qui m'excite le plus en tant qu'entrepreneur. Je sais que on va se mettre dans la tête du Alex Petit, mais c'est quoi la liberté que toi tu vois de tes parents? Parce que, dis-moi si je me trompe, je suis sûr qu'ils papotaient pas mal de boulot, même le samedi et le dimanche, le soir, non? Ça c'est sûr, mais d'autant plus qu'ils faisaient le même métier. Donc, ils bossaient dans la même pas ensemble, mais ils faisaient le même métier. Donc, c'était compétiteur? Ouais, on peut dire ça comme ça. Tellement drôle. Et à des échelles un peu différentes. On va parler de ta femme après, attention. Mais en gros, la liberté, c'est la liberté de pouvoir se dire, attends, j'ai envie d'aller chercher mon fils à l'école, maintenant j'y vais, ou j'ai envie de partir en vacances demain, j'y vais. Et en fait, pour moi, c'est ça la vraie liberté, c'est de pouvoir être décisionnaire de son emploi du temps et de pouvoir l'aménager de la façon dont on souhaite. Et ça, c'est pas toujours possible quand t'es pas entrepreneur. Est-ce que ce truc-là, t'as vu dans la société, donc à l'école, chez tes copains, des choses qui te disaient que ce que tes parents font, c'est normal en fait, que tout le monde peut penser comme ça aussi, que tout le monde peut être entrepreneur? Ouais. Oui, moi j'ai toujours pensé que tout le monde pouvait être entrepreneur dans une limite. Et ça, je pense que ça serait se mentir de dire le contraire. Il faut quand même être dans un milieu qui te permet de l'être, parce qu'en fait, si tu sors d'école et que t'as pas un centime et que tu veux monter ta société, c'est pas spécialement évident quand même. Est-ce que se lancer, c'est plus important d'avoir, si je comprends bien, je vais mettre opposé même des éducations. Est-ce que sortir d'une famille d'entrepreneurs alors que tu n'as pas fait de grandes études t'amènera plus facilement à entreprendre? Ou est-ce que sortir d'une famille de personnes qui sont des cadres, qui ont fait une grande carrière, de faire HEC, la meilleure école de commerce de France, pour entreprendre derrière, sachant que tu as facilement un petit prêt à 40K remboursé? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui amène plus? Franchement, je pense que moi, autour de moi, j'ai les deux cas. Donc, j'ai côtoyé des gens qui étaient dans les deux situations. Mais je pense que c'est aussi une envie d'accomplir ce qu'on a réellement envie de faire dans la vie. Et moi, ce que j'avais réellement envie de faire, c'était de travailler pour moi et de construire quelque chose de A à Z. C'était vraiment l'idée de se dire, j'ai une idée et je vais faire en sorte qu'elle soit utilisée par d'autres personnes et que j'apporte un plus à la société. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et je pense que c'est une vocation, entre guillemets, d'entrepreneur. Toute personne, d'où elle vienne, si elle a une vocation et qu'elle a envie de créer,
deviens entrepreneur. Est-ce qu'en France, on bosse avec des vocations pour la majeure partie ou pas forcément? Bah, je pense que t'as quand même une bonne partie des gens qui bossent pour l'alimentaire, en faisant des choses qu'ils n'aiment pas forcément faire. Je vais aller plus loin. T'es papa? Ouais. On va pas trahir ton âge. T'es un peu plus âgé que moi. Non, mais en vrai, tu rencontres des gens de ton âge et tu vois en fait que ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire de ce monde. C'est-à-dire que toi, tu disais presque, t'as pas dit je me connaissais, mais pour moi, il faut apprendre à se connaître pour ensuite comprendre ce que tu veux faire dans ce monde. Est-ce que t'en vois qui, putain, j'allais encore donner un âge, mais faut pas que je donne d'âge, mais un peu plus Je peux âgés, donner l'âge, moi. qui sont encore, non, mais parce que je pense que ça peut arriver à 25 ans et je pense Ouais. qu'il y en a à 60, ils se découvrent. Donc, est-ce que tu vois ce truc et surtout, si on se projette un peu plus, bon, tu vas pas donner des conseils à tes amis, mais à tes enfants, qu'est-ce que tu ferais pour que eux arrivent à se découvrir réellement? Alors pour mes enfants, c'est très simple, hein. Je donnerais le même conseil que celui que mes parents m'ont donné, c'est fais ce qui te donnera envie de te lever le matin, en réalité, tu vois. Moi, aujourd'hui, me lever le matin pour développer cette société, ça me plaît. Je suis vraiment content de le faire. Si un jour je me lève en me disant j'en ai ras le bol, je passerai tout de suite à autre chose. Il faut se lever pour faire des choses qu'on aime, sinon on se lève pas, quoi. Qu'est-ce qui te plaît quand tu te lèves dans ça? C'est quoi? C'est la mission? C'est le fait Bah, de bosser avec des gens? bah alors déjà, c'est un défi personnel. Chaque année, on essaye de développer la société pour qu'elle aille encore plus loin que l'année d'avant. Donc, il y a un côté métrique qui m'intéresse tous les jours. C'est toi la métrique? Bah, c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires? Tous les jours, c'est la métrique que je regarde. Totalement lié à l'impact que tu as directement au final. Ah bah totalement. Bah Plus oui, on y a recouvre, pas de plus on fait le fixe. chiffre d'affaires. Donc c'est ma plus grosse métrique que je regarde tous les jours. Le nombre de nouveaux clients, le nombre de dossiers qu'on nous confie. Ça, c'est des métriques qui m'intéressent et qui m'excitent entre guillemets tous les jours. Et après, il y a aussi des défis plus long terme où là, par contre, ça va être des nouvelles briques d'outils, des nouveaux projets, repenser un peu la façon dont tu fais du recouvrement. Ça, c'est des choses qui me plaisent et je peux y passer des nuits, des nuits, des nuits parce que j'ai envie de développer ces trucs-là. C'est partir from scratch, hein, tu disais. Ouais, j'adore ça. Ouais, Pour le et coup, partir construire de rien plus du tout, que même j'adore être ça. repreneur, par exemple. Tu vas être Exactement. à l'origine. Ouais. On parlait d'entrepreneuriat et en fait dedans, je sais pas si tu vois, mais on y tend à l'humain in fine, à ce Oui, qui c'est se passe sûr. dans ta tête. Manière, dis-moi, est-ce que l'entrepreneuriat c'est un mindset déjà ou un job? Ah, je pense que c'est un mindset. Ouais. Ouais, je pense vraiment. Ce mindset, Parce que il je évolue pense en qu'il plus. il faut avoir envie de se faire mal quand même à un moment. Tu prends du plaisir dans la douleur? Bah ouais, je pense que dans l'effort, en tout cas, je prends du plaisir dans l'effort. Je vais te mettre une patate après et on verra super. Avec mes petits bras, t'inquiète. Non, je prends beaucoup de plaisir dans l'effort et dans l'accomplissement d'un défi que tu peux te donner, tu vois. Ça, je pense que c'est vraiment un des plus quand t'es entrepreneur, c'est d'arriver à avoir cette satisfaction de se dire j'ai fait ce que j'avais ambitionné de faire et j'y suis arrivé, tu vois. Bah, je veux parler de ça, je veux parler de deux choses. Évidemment de l'humain, de la résilience, mais aussi de la solitude. J'aime bien l'idée que tu te dises, t'as un plan, enfin déjà t'as un objectif, ensuite tu mets un plan en place. Ouais. Combien de fois ça se passe pas comme prévu? Ça se passe jamais comme prévu. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton premier cofondateur, c'était sur Ruby. Ouais. Et je sais que t'as dû, donc, je spoil un peu, mais t'as dû racheter ses parts. Moi, Ouais. je pense que c'est, mais genre, la preuve la plus, et t'as fait un prêt pour ça. Donc, c'est la plus grande preuve pour moi de miser sur toi et sur ta boîte, elle est là. En fait, pourquoi t'as pas tout envoyé chier et t'as pas arrêté? Alors, sur l'histoire du cofondateur, en réalité, moi, j'ai toujours été un solopreneur. J'ai toujours monté mes sociétés tout seul et ça m'a été reproché sur RubyPayer. Parce qu'en fait, parce que je l'ai quand même monté tout seul à la base. J'étais seul à la base. Et puis à un moment, quand ça a commencé à se développer assez rapidement, il a été question de lever des fonds. Et en fait, le fait d'être solopreneur, c'était une barrière énorme pour lever des fonds. Attends, tu t'es associé pour faire plaisir à des invests? Je pense que oui. Je pense qu'au final, c'était peut-être ça qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais une pression inconsciente de me dire, mais attends, si je suis tout seul, je vais jamais réussir à lever des fonds. Et puis même, il faut avoir des contradicteurs dans sa société, ça fait avancer et tout. C'est pas faux en vrai. C'est totalement vrai. Ça dépend des mais ça personnalités. dépend Mais aussi de ta personnalité, en fait, tu vois. Et donc, je m'étais mis dans ce mindset-là, à trouver quelqu'un. Et au final, la personne que j'ai trouvée, je l'ai peut-être choisi entre guillemets parce qu'il fait que je choisisse quelqu'un. Sous contrainte, quoi. Ouais. Et donc du coup, naturellement, ça s'est pas bien passé. Tu l'as choisi en combien de temps et au bout de combien de temps t'as réalisé que ça se passait mal? Je l'ai choisi je pense que c'était entre 3 et 4 mois. Ça s'est fait assez rapidement. Okay, et ça s'est mal passé au bout de 6 mois. Donc c'était très rapide aussi. T'aurais pu amorcer avant ou pas? Ou il y avait des red flags que t'as pas voulu voir?
Je pense qu'il y avait des répliques que j'ai pas voulu voir. Est-ce que c'est la même analogie de voir ton client qui te répond moyennement, qui te met plein de process pour te Je payer? pense que ouais, il y a des trucs. Parce qu'il fallait que j'ai quelqu'un et parce que dire qu'on était deux, c'était mieux que dire que j'étais seul. Et ça, c'est une idée sur laquelle je me bats toujours parce que je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que tu as des équipes de 10 cofondateurs qui sont ultra performantes et tu as aussi des solopreneurs qui sont ultra performants, tu vois. Comment tu fais à ce moment-là quand tu t'es dit j'ai pris une décision, en fait pour pas t'auto-flageller, pour pas te dire ok je vis parce que émotionnellement ça doit être dur, mais surtout je repars avec de l'énergie et je repars en me disant je crois, on parle de résilience, mais au bout d'un moment il y a aussi de l'entêtement, donc Ouais, ça c'est un truc que j'avais appris justement avec ma précédente société, c'était à savoir dire à un moment stop. C'est-à-dire qu'en gros, prendre des décisions. dans la précédente, à un moment, j'ai dit, OK, on arrête l'hémorragie, c'est terminé, on ferme. Et surtout, on va fermer de façon propre, on va pas se mettre en procédure collective, on va payer tout le monde, on va faire une liquidation amiable pour que tout se passe bien. Mais si t'as pas cette force de dire à un moment, c'est maintenant qu'on s'arrête, même avec toute la pression que ça peut avoir autour, parce que t'as une pression sociale, hein, planter une boîte, c'est jamais quand même très valorisant d'un point de vue social. Bien sûr. Et ben, il faut savoir le faire à un moment, et ça, c'est un truc justement que j'ai pu reproduire à ce moment-là, c'est de dire à un moment, ok, c'est pas bon, c'est stop. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Est-ce que ça veut dire que t'apprends à mieux te faire confiance et tu sais, par moment, c'est pas tangible. Bah, en tout cas, à plus écouter ce qu'on ressent. Ce que tu ressens. Ouais, ça, je pense que oui. Ok. Et ses intuitions. Est-ce que ces intuitions que t'écoutes plus te permettent de prendre des décisions plus facilement et d'être plus détaché aujourd'hui? Oui, je pense que potentiellement, ouais, ça m'aide. Donc il n'y a pas de conseil, il faut passer par là en fait. Par tes de toute expériences. manière, on en revenait tout à l'heure enfin, juste pour faire un petit rapprochement avec ce que tu disais, duo d'entrepreneurs, cofondateurs ou solopreneurs, je pense que ce qui est bien plus fort qu'un duo de fondateurs, c'est un entrepreneur qui s'est planté avant. Parce que ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui s'est planté, qui connaît l'échec et qui qui a déjà une vision des erreurs qu'il a pu faire, c'est ultra intéressant. Enfin, moi, en tout cas, si demain j'ai un fonds d'investissement, j'investis que dans des mecs qui sont plantés. Plus que dans le XHEC qui monte une boîte dans l'IA. Ah, ça veut rien dire. Qui est à OIC aujourd'hui. Il peut être génial aussi, c'est clair, mais en tout cas, quelqu'un qui s'est planté, je pense qu'il a un petit truc en plus. Okay. Si tu nous regardes, cher XHEC, on te souhaite quand même bonne chance. Hein. Mais j'ai pas de nom en tête, mais c'est sûr qu'il y en a plein. J'en mets dans mes amis d'HEC qui ont superbement réussi en tant qu'entrepreneur. Ok. Donc, et t'en as vu par exemple, mini parenthèse là dans ton cercle d'entrepreneurs, qui ont eu des premiers succès et qui, tu sais, limite, tu te sens plus, enfin, vas-y ouais. Quoi. Et les 2 ou 3e boîtes ont planté. J'en ai pas. À l'inverse. En amis proches, j'en ai pas dans cette situation-là. Mais oui, je sais que ça existe et je pense que c'est un phénomène assez naturel entre guillemets. Si t'as pris un gros chèque à un moment, t'as peut-être moins la niaque que tu ne peux l'avoir après, tu vois. C'est tout à fait envisageable et tout à fait compréhensible dans certains cas, je pense. C'est bien que tu parles de chèque. Moi, je veux parler d'un petit truc. C'est aussi... Allez. On dit qu'il y a un peu 3 aspects quand tu choisis ton job d'entrepreneur. Évidemment, il y a la mission que tu vas résoudre et du coup, pour moi, c'est l'impact. Il y a, je pense, aussi l'impact auprès de tes employés, pouvoir faire vivre des gens. Et puis après, je pense qu'il y a aussi la prise de valeur, comment dire, transformer la valeur que tu as créée en richesse perso. Ouais. La question, elle est vraiment sur la dernière. T'estimes qu'à partir de combien de temps une boîte, tu l'as assez fait grossir pour capter cette valeur réellement? Donc, je m'explique. C'est pas en te rémunérant, c'est le capital dedans. C'est de la revente potentiellement ou le rachat de tes parts par des fonds d'investissement. Ouais, c'est une question que je me pose tous les matins. Hein. C'est est-ce que quelqu'un nous rachètera un jour? Est-ce que moi ça m'assurera mon avenir? C'est quelque chose que je. T'as un plan précis là-dessus ou pas? Ouais, j'ai un plan très précis à ce niveau-là, qui prend visiblement plus de temps puisque sinon ça serait déjà fait. Ok. Mais j'ai un plan très précis à ce niveau-là et on va pas se cacher. Hein, oui, t'entreprends aussi pour assurer ton avenir financier. Et c'est une des façons aujourd'hui de devenir riche en France, c'est d'entreprendre. C'est une des façons possibles. Ce serait... Allez, tu vas te mouiller. Ce serait un échec en dessous de quel montant si tu revendais Ruby Payer? C'est pas vraiment en termes de montant parce que j'ai des actionnaires, donc j'ai un certain... Enfin, oui, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui rentrent. C'est pas vraiment une question de montant. Parce que par exemple, tu vois, ça pourrait être un montant... beaucoup plus faible que ce que j'aurais pu imaginer, mais si demain derrière on me propose une place hyper intéressante dans le projet qui va continuer, bah ça a beaucoup plus de valeur pour moi qu'une valeur beaucoup plus haute, mais que demain je me retrouve à rien faire, parce que là je pense que tu fais une dépression là. Hein. Donc l'émotion de te dire que ton projet perdure est plus forte que l'argent que tu vas prendre à un instant T. Bah, moi par exemple demain on me dit on te rachète Ruby Payer ce prix-là,
mais par contre, toi et ton équipe, on vous garde et vous partez dans le projet et vous avez telle place et tout ça, moi, ça me dérangerait pas du tout. Ça me dérangerait pas du tout parce que je pense aussi qu'entrepreneur, c'est pas forcément à vie et qu'au bout d'un moment, peut-être que tu y reviens, mais peut-être qu'au bout d'un moment, c'est aussi cool de pas souffler, mais en tout cas d'avoir une vie moins stressante, moins prenante et qui te permet de profiter aussi plus de ta famille, Bah c'est, tout ça. enfin, je sais plus qui, je sais qu'en ce moment il y en a un qui parle de la revente de sa boîte et qui du coup est parti enfin en tout cas j'ai vu des posts récemment, je sais pas si c'est du burn-out mais en mode en dépression, c'est tellement, est-ce que c'est vrai, c'est tellement énergisant que du jour Ouais. au lendemain ne plus avoir d'objectif, c'est Ouais, compliqué. je pense que ça doit être dur. Bah, Ça te fait peur ça m'est même? pas arrivé, donc je peux pas te dire, mais oui, c'est potentiellement quelque chose qui peut être embêtant, Tout clairement. le mal qu'on te souhaite. T'as parlé des équipes juste avant, mais attends, il y avait juste une mini question là qui m'est venue. On n'a pas trop parlé. Je vais être honnête, j'ai pas capté encore. Pourquoi Ruby Payer réussit là où d'autres échouent? On en avait parlé un peu en off, mais je sais que t'es pas forcément plus cher que les concurrents. Par contre, t'as un taux de succès qui est assez important. Mm. Euh, Est-ce que t'es une bonne tech? Est-ce que c'est de l'humain que vous mettez dedans? Est-ce qu'il y a une secret sauce? T'as beau nous la dire, est-ce que les concurrents vont te la voler? Je ne suis pas sûr. Elle est propre Non, à mais toi aussi. on n'est pas les seuls à réussir dans ce domaine, mais clairement, il y a plusieurs points qui, pour moi, font la différence. Le premier, on en a parlé, c'est la dimension communautaire. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Ok. plus efficace qu'autre chose. Malgré que tu te fais incendier par tout l'écosystème. Mais plus je me fais incendier et plus je me dis que c'est la bonne chose, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ok. Si ça n'avait aucun intérêt, T'as ça des n'intéresserait haters personne. en fait. Ouais, alors ça s'est un peu calmé avec le temps, hein, parce qu'il y a un moment quand tu finis par dire que ce qui est fait n'est pas faisable et que ça fait déjà 7 ans qu'on le fait, il y a un moment les gens se calment. Ok. Mais par contre, je pense que oui, on est une boîte tech avant tout, parce qu'on met vraiment l'accent sur la tech, et c'est ce qui nous permet d'avoir une équipe assez restreinte, alors qu'on accompagne 8000 clients. Vous êtes combien là? On est une toute petite équipe, on est moins de 10, tu vois. Donc Ok. c'est une petite équipe. Pour accompagner 8000 clients, faut quand même avoir de la tech derrière, hein, sinon ça marche pas. Et, et après, l'autre point, c'est que bah, tu as quand même cette dose d'humain qui est totalement nécessaire. Aujourd'hui, si tu regardes les avis qui sont donnés sur UbiPayer, il y a toujours les mêmes choses qui ressortent, c'est la réactivité. Et donc la réactivité, bah, elle vient de l'équipe qui va prendre toujours le temps de répondre le plus vite possible et le mieux possible à nos clients. Et ça, c'est un sentiment qui, à mon avis, a beaucoup de valeur pour le client parce que quand il s'agit d'argent, t'as quand même envie que la personne qui s'en occupe pour toi soit là et réactive, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais ressenti en mal quand j'avais fait appel à des sociétés de recouvrement, c'était qu'on me donnait pas de news. Et donc la ligne directrice chez nous, c'est, et d'ailleurs notre boîte mail est programmée comme ça, plus d'1 heure, le mail passe en rouge et il faut que quelqu'un réponde. Même si on n'a pas Tu la te semblais réponse, pas t'y considérer. T'as l'impression que c'est pas un alignement. Tu le disais tout à l'heure, l'alignement des c'est ça. intérêts. Ok. Attends, si la vie de ma société est en jeu, parce que j'ai vraiment besoin de cet argent, et que la personne à qui je confie potentiellement la survie de ma boîte n'est pas au taquet pour me répondre, ça va pas. Ça va pas. Est-ce que, mini parenthèse, il y a déjà des deals que t'as dit, bah du coup on peut pas les prendre parce qu'on estime qu'on a un taux de chance de succès beaucoup trop faible pour On deux raisons. Non? prend Je vais tout. dire en fonction du débiteur. Non. Ah Ok. si, alors par contre, si, parce que nous, quand le dossier nous est confié, il y a une étude qui est faite Oui, automatiquement. oui, si t'as pas fait signer de trucs, etc. Même s'il est en procédure collective et tout, ça on prend pas, on peut rien faire, donc ça sert à Ok. rien qu'on prenne. Mais par contre, sinon, non, on va tout tenter, on va tout tenter. Est-ce que vous avez un truc en interne où vous scorez le potentiel de recouvrement à l'amiable, Oui. au juridique et ensuite au... Ouais? Alors, dans notre système, on a un scoring qui se fait automatiquement sur le débiteur, et ensuite on a un scoring en effet qui va se faire sur la potentialité de recouvrement, qui est lié à l'ancienneté de la créance, au montant de la créance, au profil du débiteur, à plein de choses. Et ça, du coup, mais c'est pas parce que le score est mauvais qu'on va pas essayer de traiter le dossier. Est-ce que tous les critères sont tangibles et pragmatiques ou est-ce qu'il y a un petit peu d'appréciation humaine? Bah, alors, l'appréciation humaine, elle va venir dans un second temps. Elle va venir au moment où nos équipes vont avoir au téléphone le débiteur. Ok. Et c'est là que tu vas pouvoir jauger. Mais du coup, tu enrichis quand même ton jugement là-dessus, quoi. Oh bah oui, Enfin, mais ta notation, ton score. franchement, généralement, quand on a le débiteur au téléphone, on sait tout de suite si ça va le faire ou pas. Tout de suite. Ok. Ok, ok. Putain, je trouve ça hyper intéressant parce qu'in fine, on parle d'argent, mais c'est que de l'humain derrière. C'est si quelqu'un décide ou Ouais, pas, et s'il décide de mettre les efforts et de se triturer ouais. la tête pour arriver à... Mais l'humain est super important parce que un débiteur qui est contacté par quelqu'un de poli, de courtois, qui va lui proposer une solution avec un échéancier, qui va le considérer, bah ça c'est super important aux yeux d'un débiteur, c'est évident. Enfin, J'avais une mini question pour toi et tes équipes. Est-ce que vous vous protégez des réactions
et des émotions négatives que vous avez dans la journée. Et si je dis ça, c'est que vos clients viennent vous voir désespérés. Enfin, désespérés, je sais pas, mais c'est jamais très positif à l'instant T. Alors moi, je protège mon équipe par rapport à ça. Je la protège de deux façons. La première, c'est que aucun de mes collaborateurs n'a son nom de famille qui apparaît. Oh. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir qui est cette personne. Même sur LinkedIn, on peut pas spotter? Il y a plein qui le mettent pas sur LinkedIn. Ok, intéressant. Et ils ont raison de pas le mettre. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on peut parfois avoir affaire à des débiteurs qui sont complètement tarés et qui vont te menacer personnellement. Ça me fait trop rire, il a là les noms en tête, mais tu peux pas les donner, mais bon, Non, mais ça nous est déjà arrivé, quoi. En fait, l'idée, c'est de protéger les équipes. Donc, elles n'ont pas leur nom de famille dans les signatures d'email qu'elles envoient. Tout simplement, et il n'y a pas non plus la photo. C'est-à-dire que tu ne vois pas la photo. La seule personne dont le nom de famille est mis en avant et la photo, c'est moi. C'est toi, ok. Le reste, non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que des débiteurs qui parfois sont complètement tarés puissent menacer personnellement certains de mes collaborateurs. Ça t'est arrivé? Ça nous est arrivé. Moi, j'ai déjà des gens Toi, qui m'ont menacé à titre perso en me donnant l'adresse de mon domicile. Donc, qui est sur ton cabis? Bah malheureusement oui, et qui est dans mes statuts. Non mais je dis ça parce que tu vois tous les hijackings là de alors depuis par contre j'ai owners. pris des mesures par rapport à ça depuis avec un système de domicile. Bref, enfin j'ai fait des trucs pour faire en sorte que ça se voit moins. Mais oui, c'est déjà arrivé. C'est pas normal ça. Mais... Non. Après, ça parle beaucoup, mais dans les faits, j'ai jamais vu personne en bas de chez moi. Mais... Oui, mais bon, tu rentres, t'es pas... Ouais. Puis t'as l'impression de bien faire ton job et de faire t'as l'impression d'apporter de la valeur à la société en plus de... Exactement. Donc l'idée, c'est quand même de les protéger par rapport à ça. Et c'est aussi, et ça c'est une consigne que j'ai passée en interne, c'est que dès qu'il y a un dossier qui peut partir dans quelque chose qui n'est pas normal, que ce soit une conversation téléphonique ou un email qui va pas respecter le collaborateur, ou il va y avoir des insultes ou des choses comme ça, immédiatement ça m'est transféré et c'est moi qui prends le relais avec, que ce soit un débiteur ou parfois même un client, parce qu'il y a des clients qui parfois peuvent avoir des réactions inattendues. Les gens sont honnêtes, surtout quand on parle d'argent. Oui, non, mais c'est que de l'émotion. Est-ce que les gens s'excusent? Non, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que généralement, quand c'est moi qui prends le téléphone, ça bégaye un peu plus. Bah ouais, et c'est ça que je trouve pas normal, c'est qu'au final, ils sont prêts à hyper mal parler à un collaborateur, alors que quand j'appelle, ils sont doux comme des agneaux, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'énerve particulièrement. Mais ouais, non, je le vois très très bien et en vrai, je pense même pas à toi là, moi je pense à tes employés qui en plus ça doit les mettre trop mal quoi. Ouais, et surtout que je pense notamment à un qui a vraiment son métier à cœur et qui est là depuis le début, qui est vraiment très 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 impliqué dans notre process. Bah lui il voit ça comme un échec personnel, alors que je ne cesse de dire mais pas du tout en fait, ça n'a rien à voir avec l'échec personnel, c'est juste que tu es tombé sur un con. Ouais. Il faut pas du tout en tenir compte, mais inconsciemment ça peut avoir un impact, tu vois. On va parler d'un truc un peu moins drôle, mais je sais que les équipes ont beaucoup de poids dans la boîte et aussi pour toi, notamment parce que déjà, est-ce que c'est vrai le fait que tu sois solo founder, recruter des gens a été important pour toi ou pas forcément? Est-ce que tu as recruté ton premier co-founder avant d'avoir des premiers employés? Non, après. Ok, après. Ouais. Et t'attendais pas la même chose, mais... Ah bah non, c'est sûr. Mais déjà, avoir des employés, c'est obligatoire. Tu peux pas être seul à monter... même si tout le monde dit qu'on finira par y arriver avec l'IA, je pense que c'est totalement impossible. En revanche, moi, je suis sur un modèle de me dire, je préfère peu de personnes, mais qui ont un vrai rôle, que beaucoup de gens qui parfois ne savent pas très bien ce qu'ils font. Et donc, j'ai toujours eu ce modèle de petite société à taille humaine. Ça n'empêche pas d'avoir un impact important. Ça n'empêche pas d'accompagner beaucoup de clients, puisque je te dis, on accompagne quand même 8000 clients. Et en tout cas, moi, je suis sur ce modèle-là. L'IA te rassure là-dessus, dans l'idée de pouvoir continuer à faire une économie d'échelle en recrutant une personne, mais en faisant beaucoup plus en termes de CA? C'est ça, parce que là, on s'est vraiment mis dans le sujet, comme tout le monde ces derniers temps. Et c'est très impressionnant de voir à quel point les progrès sont absolument fous. Aujourd'hui, tous les appels sont faits par nos collaborateurs. On a mis en place un système d'IA qui appelle. Donc on le teste en ce moment. Okay. Ouais, on le teste en ce moment. Donc c'est pas déployé à grande échelle, mais on le teste. Tu le fais avec qui? On le fait sur des dossiers en fait en dessous d'un certain montant. Non mais je voulais dire avec qui, c'est qui la presta de l'IA? Alors on est sur Gemini en l'occurrence. Ok, d'accord. Ouais, Google. Ouais, mais après on utilise une plateforme externe qui elle va centraliser tout un système de différentes technos. D'accord, ok. Une IA, mais aussi un système de transcription de l'oral vers l'écrit, enfin plein de trucs. Okay. Mais en tout cas la techno qui tourne derrière, l'IA qui tourne derrière c'est Gemini. Mais on peut la changer en soi. Mais des tests qu'on a fait, c'était Gemini qui réagissait le mieux par rapport à notre modèle à nous qu'on a mis en place.
Et les appels sont absolument incroyables. Et t'as même une partie des gens qui ne comprennent même pas qu'ils parlent à une IA, en fait, tu vois. Arrête. Non, je te jure, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Moi, dès qu'il y a une IA Alors, qui me parle en bot, qu'est-ce que ça me saoule. ouais, mais moi aussi, je reçois plein d'appels qui me saoulent trop. Ouais, mais là, Et elle est comme bonne. elle a le contexte de l'appel, elle connaît le montant du dossier, elle connaît le nom de la personne, le nom de la société, du créancier. Bah, en fait, très rapidement, bonjour, je suis X de RubyPayer. Est-ce que je parle bien à Yacine? Bah oui. Et la voix, elle est totalement parfaite, tu vois. Et après, c'est Oui, juste valider des ouais, infos, je c'est vous très appelle au sujet sommaire. du dossier qui a été ouvert par telle société pour une créance de tel montant qui date de telle date. Et puis comme en fait tu la connais, cette créance, tu dis bah oui, 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 oui. Bon bah voilà, il y a une discussion qui s'engage. Parfois ça dure 3 minutes et c'est très très impressionnant. Et donc là, on va faire ces tests jusqu'à la fin de l'année. Et une fois qu'on aura vraiment trouvé le modèle parfait, on le déploiera à grande échelle. T'as d'autres cas d'usage, parce que on l'a dit, enfin, je pense qu'on n'a même pas besoin de rentrer dedans. On est d'accord que ton job sera jamais remplacé par une IA, parce qu'au bout d'un moment, il faut de l'humain, quoi. Ah oui, je pense qu'il Il faut de faut de l'humain dans tous l'humain les pour de cas. la nuance, de l'émotion. Ça c'est sûr. Sur quoi d'autre ça vous aide déjà même Ça ce nous aide. use case, il enlève un call du coup à tes équipes. Ouais, mais même, C'est quoi d'autre que ça enlève? par exemple, on a intégré l'IA dans nos boîtes mail. C'est tout bête, mais on lui a donné une base de connaissances de tous nos process. Des Quand l'IA keywords, détecte ok. un mail auquel elle comprend qu'elle peut répondre, elle va nous proposer un template de réponse, mais c'est hallucinant, c'est absolument incroyablement bien fait, tu On vois. va faire la petite blague d'Alex en PS ou non, il pas à ce point, mais Non, mais c'est très 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 bien fait. ok. Ça n'empêche pas qu'on peut reprendre la main sur l'email si on le souhaite. Et puis t'as d'autres trucs. Par exemple, tu rédiges une réponse, tu la trouves un peu longue et pompeuse. Bon bah boum, t'actives l'IA, elle te le fait un peu plus court et punchy. Donc c'est dans de la com beaucoup et faciliter les Moi, c'est process encore. moi l'IA pour moi aujourd'hui c'est gain de temps. C'est juste gain de temps. Ok. Donc j'ai pas envie de m'embêter à Ça passer révolutionne 3 pas heures. l'approche non plus. Non, ça Non. révolutionne pas l'approche. Non, La secret sauce quoi, non, l'ADN. non, Ok. ça nous fait juste gagner du temps. Le temps c'est de l'argent et donc du coup on est gagnant. Moi j'ai deux questions sur tes équipes. On va rentrer sur le pas de rôle. Je vais te demander comment ça se passe pour virer quelqu'un parce qu'on en parle trop peu souvent et que je Ouais. pense que c'est un j'ai presque envie de dire que c'est plus dur que de pas se faire payer par un client. Et après, Ouais. on parlera d'une autre chose. Comment t'arrives à recruter des gens, tout à l'heure t'en parlais. Juste cet aspect-là, où ils sont réactifs. Réactifs et ponctuels. Et Ouais. comment t'arrives à assess ça, enfin à le juger en entretien. Mais d'abord, ma première question. T'as déjà viré du monde. Oui. Est-ce que t'apprends à le faire de manière meilleure? Est-ce que c'est difficile pour toi? Moi, mon objectif, c'est que la personne d'elle-même plutôt se sente pas forcément, enfin, comprenne d'elle-même qu'elle qu'elle n'apporte pas tout ce qu'elle devrait entre guillemets apporter à la société. Et donc en fait, j'essaye d'éviter de me retrouver dans ces situations de virer quelqu'un parce que j'aime pas trop ça. En revanche, peut-être montrer à la personne qu'il y a des problématiques sur certains process qui sont pas forcément bien exécutés ou certains résultats qui sont pas forcément atteints. Bah généralement, ça amène de façon un peu naturelle à une séparation qui peut se faire dans des très bons termes. Alors, le but n'est pas de la mettre dans une situation où elle va se dire je suis nul, c'est pas ça, mais c'est peut-être que chacun trouve son rôle parfaitement, même pour être épanoui au sein de ton travail. Bien sûr. Si t'arrives pas à avoir les résultats que tu veux et que tu sens que t'es pas forcément fait pour ce métier-là, bah autant s'en rendre compte le plus vite possible et passer à autre chose, tu vois. Ces gens-là, Hmm. je connecte avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est des gens, même s'ils sont pas entrepreneurs, t'estimes que c'est des gens que tu recrutes qui ont dans leur cadre professionnel une vocation? Ils ont besoin d'avoir une vocation dedans ou ça reste des jobs alimentaires? Bah j'ai eu des deux. Et tu vois J'ai la eu des limite deux sur l'alimentaire versus la passion ou pas? Elle peut être positive comme négative peut-être. Peut-être que la bah, passion veut prendre ta place au bout d'un moment dans la non, mais strate, moi, tu tu vois. vois, pour moi, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est quand le collaborateur s'intéresse de façon extrêmement précise et poussée aux performances de la société. C'est-à-dire qu'en fait, il fait pas juste son travail, il veut que la boîte, elle cartonne. Et donc, du coup, tu vois, il est au taquet sur les chiffres, sur les performances, il va m'interpeller pour me dire, attends, là, cette semaine, c'est moins bien que la semaine dernière, on va peut-être faire ça pour y aller, ou alors qu'il vient me voir en me proposant des nouvelles fonctionnalités ou des trucs pour améliorer le gain de temps. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'alimentaire, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, tu vois. Ces exemples, tu les as eu obligatoirement quand ils étaient donc incentivés, enfin motivés avec le Non, capital ou forcément. des variables en sales? Même pas. Pas forcément. Pas forcément. Donc il y a des gens, naturellement, ils ont cette envie de s'améliorer dans n'importe quel cadre. Oui, mais parce que je pense que c'est des gens intelligents et qui savent aussi que bah, s'ils font ça, et c'est eux qui vont monter le plus vite possible, tu vois. C'est que ces gens-là que tu recrutes aujourd'hui?
Non, malheureusement, je suis pas le meilleur des recruteurs. Non, mais tu voudrais recruter en tout cas. J'aimerais bien, mais je suis très loin d'y Tu arriver. t'es fait en recrutement? Ouais, de ouf, ouais. Tu peux me dire, allez, un des plus grands biais, parce que je pense que tout ça vient des biais. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir au début. Non, mais en fait, c'est très difficile en fait d'arriver à se faire une idée d'une personne sur 2-3 entretiens, parce que j'en fais pas 50, hein, et surtout sur une période d'essai qui au final n'est pas très longue. Et donc c'est assez difficile aujourd'hui d'arriver à se faire une idée. Et puis parfois il y a cette problématique de la personne qui va être très motivée pour te montrer sa meilleure personnalité pendant cette... Le jeu des masques. Voilà. Et puis le jour où la période d'essai est passée, bon bah ça arrive en retard, ça vient plus, machin, ou ça arrive, c'est comme ça. Moi c'est la partie que j'aime pas dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je n'aime pas. Voilà. Est-ce que tu dirais que la partie la plus dure dans l'entrepreneuriat, ça reste la gestion humaine? Ah, en tout cas pour moi oui, Parce clairement. que même quand c'est de l'argent, c'est de l'humain en dessous. Pour moi c'est 100% c'est ce que je n'aime pas faire dans l'entrepreneuriat. Et à l'inverse, aujourd'hui, si tu dois faire passer les entretiens, c'est quoi les 2-3 tips que tu donnerais, surtout sur ces choses-là? Voir une personne motivée, te dire que la personne, Ouais. l'image qu'elle te renvoie aujourd'hui, Franchement, il y a un truc tout bête. elle restera dans 6 mois. Et que je vois tellement. Bah, ma première question d'entretien, c'est est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris, ce qu'on faisait? J'ai pas regardé. Alors là, moi, c'est pas possible. Du coup, on arrête tout de suite, hein, ça sert à rien. Mais la personne qui ne s'est pas renseignée sur ce qu'on fait, mais ça sert à rien de... Il y a quand même un indice dans le titre, quoi. Enfin, dans le nom de la boîte. Mais même au-delà de ça, tu vas creuser un peu. Non, mais bien sûr, tu vois. Je attends pas à ce qu'elle me dise juste on fait du recouvrement de créances. Hein, je veux qu'elle m'explique. Bah voilà, j'ai vu vous aviez telle spécificité, tel client, tel machin. Il y a quand même plein d'infos sur internet, tu peux trouver en 2 secondes. Ne serait-ce qu'écouter un podcast éventuellement J'allais le dire. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Ouais, bah c'est ça, ouf. j'en vois souvent. En fait, ton intérêt à ce moment-là en entretien, c'est d'essayer de comprendre les motivations des gens qui font qu'ils sont là devant toi et d'être sûr et certain que ces motivations sont alignées avec tes intérêts dans la boîte. Et on va pas se mentir, vu qu'on met tous des masques, notamment en entretien, c'est pire qu'un date, un entretien, on est Ouais, c'est d'accord. compliqué, ouais. C'est ouf, non? Ouais, et puis il y a aussi un côté, est-ce que, bah, comme dans une équipe de foot, en fait, est-ce que si je recrute cette personne-là, elle va pas me foutre le bordel dans le vestiaire, tu vois? Et ça, c'est très Neymar. compliqué à jauger. Non, mais c'est très compliqué à jauger, en vrai, tu vois. Et ouais, je Et, vois très, et très bon, bien. moi, sur ça, je suis pas très bon. C'est pas ma cam, c'est pas ce que j'aime faire. Et voilà, c'est le côté, tu vois, dans l'entrepreneuriat, j'aime tout, mais j'aime pas ça. Mais ça, Ouais. bon, t'aimes pas, mais tu t'améliores. Bah, de manière, Bah, de manière, t'es faut faire obligé, avec, quoi. hein, Bah donc oui, y a pas le choix. Hein. J'ai une dernière question. On va terminer avec un truc qui, moi, me plaît beaucoup. On va parler de ta meuf. Ouais. J'adore dire ça. Tout à l'heure aussi, je te dis, on va parler de ta femme. Déjà, regarde en mode, il est en confiance, le mec. Non, tout simplement, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'un jour tu pourras bosser avec elle dans manière entrepreneuriale? Donc, je te laisse pitcher, mais vous avez 2 boîtes Ouais. qui peuvent se rejoindre. Et la deuxième, qui est beaucoup plus intéressante pour moi, est-ce que vos 2 fibres entrepreneuriales, donc vos 2 personnalités, c'est ça qui a fait que ça a matché d'un point de vue couple et d'un point de vue mariage, enfin je dis mariage, mais sur, je sais pas si vous êtes mariés, mais l'engagement de créer une vie ensemble et d'avoir deux enfants. Alors, pas du tout. Ah, ok. Parce qu'en l'occurrence, ma femme Je t'arrête tout de suite. n'avait pas prévu spécialement de devenir entrepreneur. Donc elle est expert comptable aujourd'hui. Et là, il se trouve que elle a monté son cabinet, mais c'est très récent. Mais par contre, c'était pas le cas avant, et elle n'avait pas spécialement émis l'envie de devenir entrepreneur un jour. En tout cas, c'était pas son objectif principal. Ça pouvait le devenir, mais c'était pas son objectif principal. C'est Ouais. grâce ou à cause de toi aujourd'hui, tu dirais un petit peu? Non, c'est grâce à elle et à son travail et au fait Non, qu'aujourd'hui mais elle se sent hyper légitime pour le devenir. oui, mais Quand t'es expert toi, comptable, te voir au quotidien, tu crois pas que ça a eu ouais, mais un tu sais, impact quand t'es là-dessus? expert comptable, tu peux pas déconner en fait. Tes clients, voilà, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit bien fait, et tu peux pas faire n'importe quoi. Donc si tu te sens pas d'accompagner des clients en tant qu'expert comptable, te lance pas. Et D'accord. aujourd'hui, elle se sent de le faire, et donc c'est pour ça qu'elle l'a fait. En revanche, pour en revenir à ton premier point, c'est hyper important, je trouve, dans la relation justement que tu as avec ton conjoint, qu'en fait, il y a un soutien. S'il y en a un des deux qui est entrepreneur, si l'autre ne soutient pas, ça sert à rien d'y aller. Et parfois, il faut avaler quand même pas mal de couleuvres, hein, parce que entre entrepreneurs, c'est aussi des mauvaises nuits, des angoisses, des gros coups de stress. Et si l'autre n'est pas capable entre guillemets, t'accompagner là-dedans, bah généralement ça fonctionne pas, tu vois. Alors après là, nous, on va être face à un nouveau défi qui arrive maintenant. C'est 2 entrepreneurs dans une même famille. Bah t'as plus l'excuse de oui mais moi j'ai ma boîte, je peux pas. Là tu l'as plus Tu peux l'excuse. pas faire à graille, tu t'en occupes. Là tu l'as plus l'excuse. Et donc du coup bah voilà. Mais après je pense que le plus important c'est pas être entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est que les deux fassent exactement ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils s'épanouissent à fond là-dedans, tu vois.
Je regarde, mais on va terminer juste. C'est ta comptable ou pas? Bien sûr que c'est mon expert comptable. Quand même. Et je la recommande à tout le monde. Le cabinet, c'est JLB Expert et ils le font super bien. Dédicace. Et en vrai, tu l'as pas dit. J'adorerais lui poser la question. Et peut-être tu me diras par texto plus tard. Et on va peut-être terminer là-dessus. Pareil avec tes enfants. Plutôt que dire, mais juste faire et montrer, est-ce que ça n'a pas 10 fois plus de pouvoir? Et du coup, je te pose pas la question, mais moi je suis sûr et certain que ta femme, en te voyant, si elle a vu que t'étais pas au fond du trou et malheureux, elle s'est peut-être dit au bout d'un moment, bah peut-être pourquoi pas moi. Ouais. Je te pose cette question dessus plus pour tes enfants. Comment tu feras pour que eux, demain, se disent qu'ils peuvent tout faire, que tout est possible? Bah moi, mon objectif, et c'est aussi lié au fait que je suis entrepreneur, c'est de pouvoir leur offrir la capacité de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, et donc c'est-à-dire de leur payer les études dans lesquelles ils pourraient s'épanouir, qui leur permettra derrière de faire dans la vie ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Après, je les pousserai jamais à devenir entrepreneurs s'ils n'ont pas envie de le faire, et je les soutiendrai dans la voie qu'ils ont choisie. Mais par contre, je pense qu'en effet, ils auront quand même un biais d'avoir vu leurs parents entrepreneurs et avoir une certaine liberté peut-être à ce niveau-là. Moi, en tout cas, c'est ça qui a été le déclencheur, c'est la liberté. Tu considères que leur montrer ce que tu fais au quotidien, même via ta femme, enfin les deux parents, ça aura plus de poids que ce que tu leur diras? Je sais pas, en tout cas, je vois que mon fils, quand il me dessine à l'école, il me dessine avec un ordinateur, tu vois. Donc ça, c'est un peu le côté négatif. Pourquoi négatif? Bah parce que ça veut quand même dire qu'il m'associe à mon ordinateur. Enfin, tu vois, c'est parce que j'y passe beaucoup de temps. Ouais, mais il t'a pas mis en costard-cravate avec une mallette si t'étais en finance. Non, parce que je le suis jamais. Mais non, il m'associe à mon ordinateur, tu vois. Okay. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez révélateur à mon sens. Et la maman, il la dessine comment? Et il la dessine avec une belle robe en plein soleil sur une plage, tu vois. On en reparle dans un an. Ah, comme quoi. On en reparle dans un an. Exactement. Mais non, moi, c'est l'ordinateur qui est associé. Okay. Parce que c'est vrai que je l'emmène aussi en vacances tout le temps, mais ça, c'est le jeu, entre guillemets. Mais non, pour mes enfants, je pense qu'il y aura un biais naturel. Mais après, ça veut pas du tout dire qu'ils deviendront entrepreneurs. Hein. On va dire dans 10 ou 15 ans. Mais je suis sûr. Peut-être même 20 ans plus tôt. Mais... Ouais, avec les années. C'est vrai que tout va plus vite. Hein. C'est vrai que tout va plus vite maintenant. Ouais, 19 ans, il peut monter sa boîte. Ouais, hein. c'est vrai que tout va plus vite. Non, mais ce que je voulais dire, enfin. Bon, je suis pas encore d'enfant, mais je sais que je parlais aussi de l'éducation et je vois tellement de biais avec lesquels tu conjugues quand t'es petit. Et tu vois l'impact des années plus tard que ça a dans tes croyances et t'es en mode ah d'accord. Bon anyways, les amis, c'est la fin de cet épisode, sinon je peux encore te cuisiner très longtemps. As-tu pris du plaisir, Alex? Écoute, énormément, ça change, on a parlé d'autres choses que la société, c'est cool. Allez faire un tour sur Ruby enfin c'est horrible à dire mais si vous êtes dans la merde, mais non, un vrai message si vous avez des doutes sur des clients, ouais, puis même n'attendez pas d'être dans la merde en éviter les risques, ouais. Tu as aussi tout ce système de scoring dont on n'a pas parlé mais qui permet d'anticiper un peu les risques. Ah OK, mais il y a des ressources sur le site? Bah bien sûr. Bah écoutez, dans tous les cas, moi je veux balancer la communauté là où on va aller voir qui sont les mauvais pairs. J'espère que j'ai pas de clients dedans, ça me ferait du mal. Non, on aurait pu regarder avant l'épisode. Hein. Bon, on va regarder après. Ouais, okay. Allez, à très vite et merde à toutes les personnes qui entreprennent. Continuez de miser sur vous. On l'a dit qu'à moitié, mais t'as quand même encore une fois fait un prêt pour racheter les parts de ton associé. Je crois que c'est la chose qui m'impressionne le plus. Donc, même dans l'adversité, bah, continuez à croire en vous. Soyez ouverts d'esprit, pas entêtés. Et un jour, ça portera ses fruits. Bah ouais, j'espère pour tout le monde. Et on sera tous millionnaires. Allez! À la semaine prochaine, un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.